Les réformes Macron résisteront-elles à la colère qui gronde? Mai 68, CPE, Bonnet Rouge, Notre-Dame-des-Landes, à chaque époque son lot de violence et de débordements. On a été obligé de s'en replier. Et puis on a essayé une deuxième vague. À chaque fois, on était repoussé. Un étudiant de 22 ans, Malik Oussekine, matraqué par des policiers la nuit dernière. Enroué de coups, matraque et coups de pied. Émeute des banlieues, la police est prise de vitesse. On a du mal à comprendre ce qui se passe. Un tel mouvement est tellement agressif. Ils sont déjà sous pression. La bavure, elle peut venir à n'importe quel moment, en fait. On se dit, forcément, il y a un collègue qui va tirer. Des barricades au Black Bloc, le maintien de l'ordre à la française, souvent cité en exemple, est aujourd'hui remis en question. La police française est surprise par le phénomène Black Bloc. Manifester d'un point A à un point B, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. On veut déborder, on veut reprendre la rue. En fait, on n'a pas le choix. Soit on rentre chez soi, soit on affronte la police. On a vraiment des professionnels de la manifestation, extrêmement organisés, disciplinés, et on voit bien qu'on tâtonne. L'emballement des réseaux sociaux, les casseurs, que s'est-il vraiment passé en 2016 autour de l'hôpital Necker? Je me souviens avoir pensé, avoir dit à mes collaborateurs en salle, on continue comme ça, on va avoir des morts. C'était du jamais vu. Des documents radio inédits. On est vraiment totalement à bout de souffle. Il faut être passé par où nous sommes passés pour comprendre. Des témoignages sans filtre. On a l'impression d'avoir des nuages d'insectes qui fondent sur un champ. On n'était pas habitué à ça. Quand on n'est plus ni aimé ni craint, eh ben ça prouve qu'on est en train de perdre le pouvoir. À l'heure où les affrontements violents se multiplient avec des blessés graves dans chaque camp, Cellule de crise vous révèle pourquoi la police semble aujourd'hui dépassée face à la rue. La nuit n'est pas encore tombée sur la capitale. Des policiers sont envoyés dans le quartier latin pour renforcer le millier d'hommes qui quadrillent déjà les abords de l'université de la Sorbonne. Camille Vendier arrive avec sa compagnie de CRS. Le gardien de la paix est à l'époque âgé de 24 ans. Venu de province, il découvre un quartier au bord de l'insurrection. Là, on a bien sûr aperçu la barricade qui était quoi, à 100, 150 mètres. C'était vraiment un mur. Et puis les hurlements, parce que bien sûr que quand on a débarqué, là, les noms d'oiseaux, ils ont commencé à pleuvoir. Depuis plus d'un mois, les universités parisiennes sont en ébullition. Ici, nous occupons la Sorbonne. Le 3 mai, la Sorbonne est fermée. Des manifestants sont en prison. Les étudiants réclament leur amnistie et la réouverture de la faculté. Les affrontements avec la police se multiplient. Ce 10 mai, à l'issue d'une manifestation qui a traversé Paris, plusieurs milliers de personnes refusent de se disperser. Le mouvement lancé par quelques dizaines de jeunes est sur le point de basculer
dans une crise qui va déstabiliser les forces de l'ordre et faire vaciller le pouvoir. Alain Gesmar est l'un des principaux leaders du mouvement. Ce professeur dirige alors le syndicat national de l'enseignement supérieur. La Sorbonne est impossible d'accès. Il y a des barrages de police considérables. Par conséquent, on est bloqué. Et si on est bloqué, l'idée, c'est construire des barricades pour continuer à montrer que le quartier latin, c'est un espace qui appartient aux étudiants et aux enseignants. On est là, on y reste. Occuper le quartier latin, le mot d'ordre se répand comme une traînée de poudre. La première nuit des barricades commence. Autour des arbres, il y avait des plaques de fer. On les prenait, on les cassait et ça nous permettait de retirer les pierres. À la tête des jeunesses communistes révolutionnaires, Alain Krivine harangue ses troupes. Le quartier est occupé, les voitures brûlent, les barricades sont construites. Le quartier, plus personne ne peut bouger parce qu'il y a des barricades partout. Et c'est vrai que les flics n'interviennent pas. Les policiers et les gendarmes ne sont pourtant qu'à quelques dizaines de mètres. Les gens, c'est d'attendre. C'est un peu angoissant, parce que forcément, on se sait attendu. On se sait attendu. On ne sait pas quelle va être la réaction, d'abord la nôtre et celle des manifestants. Les échanges radio de cette nuit-là ont été conservés. Les policiers décrivent à leur état-major une atmosphère électrique. Ça court à fond de train, ça passe devant moi et ça remonte la rue de Vaugirard. Alors pour l'instant, je ne bouge pas et je n'entreprends aucune action sans ordre. Aucune action sans ordre, 81. Depuis l'île de la Cité, la préfecture de police dirige les opérations. L'état-major joue l'apaisement. Vous restez l'arme au pied dans l'expectative pour l'instant. Les autorités cherchent à négocier. Elles se tournent vers Alain Gesmar. J'apprends par un journaliste de RTL qui est là que le rectorat cherche à me joindre. Je me dis pourquoi pas, s'ils veulent discuter, c'était la première fois que des discussions, en tout cas directes, se produisaient. Il faut voir ce qu'ils sont prêts à nous donner. Le porte-parole du mouvement prend place dans une voiture de la radio RTL. La négociation s'engage en direct sur les ondes. Monsieur Gesmar, je suis tout prêt, personnellement, à me rendre à l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Oui. Afin d'avoir une conversation avec vous. Est-ce que cela est possible? Cela est possible, certainement, mais le problème est le suivant. Il y a un point sur lequel personne ne peut transiger. Et quand nous avons annoncé au début de la manifestation que sur l'amnistie, il n'y avait pas de déclaration, la réponse des manifestants a été dans un cri unanime « Libérons nos camarades ». Alors, si là-dessus, il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas la peine que vous vous dérangiez, monsieur le recteur. Je sens le pouvoir en place hésitant. Il se trouve aux prises avec la population parisienne par le truchement de ces manifestants qui ont visiblement un soutien populaire important. Ils ne savent pas comment attraper ça. Au palais de l'Élysée, le général de Gaulle a rejoint ses appartements. Il dort, personne n'ose le réveiller. Quant au Premier ministre Georges Pompidou, il est en voyage, en Afghanistan. Les ministres se retrouvent seuls pour gérer cette nuit des barricades. Et les ministres tergiversent. Quand le gouvernement est face à un désordre, il a toujours ce choix à faire. Réprimer tout de suite, rapidement, ou essayer de composer et de négocier. Et véritablement, on ne savait pas très bien quel était le choix qui avait été fait. Les heures passent. Pendant les négociations, les barricades du quartier latin continuent de se renforcer. Une soixantaine au total. Les étudiants insultent et narguent les forces de l'ordre. Les policiers bouillonnent.
La barricade continue à s'aménager, des fils de fer ont été dressés devant, à quelques 30 cm du sol, et en outre, il a été répandu du carburant prélevé sur le chantier voisin. J'ignore si c'est de l'essence ou du gazoil pour faire, qui est destiné à faire fonctionner une grue. Terminé. On a laissé faire, et quand il a fallu qu'on intervienne, eux étaient prêts. Premièrement, invitation à dispersion par magnétophone. Si vous n'avez pas de résultat. Deuxièmement, sommation légale, fusée rouge et la force avance. Les dernières tentatives de médiation ont échoué. Près de 5 heures après la construction de la première barricade, 1200 policiers et gendarmes lancent l'assaut. Vous avez 200 gus sur une rangée de 7 ou 8 avec le bouclier, le bâton de défense, on marchait au pas, à lancer. C'est impressionnant. Boum, boum, et en train de taper sur les boucliers. Boum, boum, boum. C'est une masse de CRS casqués avec des gaz lacrymaux et des matraques qui avancent doucement vers les barricades. Les manifestants refluent, ils ont très peu de moyens. En dehors des pavés, il n'y a pratiquement rien. C'est pas une manifestation qui a commencé avec des gens qui étaient venus armés pour manifester. Donc ils ont les mains nues face à un appareil policier déchaîné. Opération effectuée, comme d'habitude, ils s'envoient comme une volée de moineaux et se regroupent plus loin, écrit CRS-SS. Mais enfin, ils avaient quand même moins. Bon d'accord, alors procédez à des arrestations. Il ne faut pas que ces gens-là nous ennuient jusqu'à 4 h du matin. Les policiers poursuivent les manifestants et répriment brutalement. Les coups de matraque pleuvent. Plusieurs barricades tombent rapidement. Mais les plus grosses résistent. Il y a des étudiants qui ripostent, oui, qui renvoient des pierres qui étaient sur les barricades. Oui, il y a eu une bataille. Les manifestants repoussent les CRS. On n'a même pas pu approcher à plus de 10 mètres parce que c'était vraiment une pluie de pavés, une pluie de cocktails Molotov, une pluie de tout ce qu'ils avaient sous la main. On a été obligé de s'en replier. Et puis on a essayé une deuxième vague. Et puis on n'a pas pu. On a donc fait, je sais pas moi, 2, 3, 4 charges. À chaque fois on était repoussés. Les CRS sont mal équipés. Leurs casques sans visière et leurs tenues en tissu ne conviennent pas à ce type de guérilla urbaine. On avait ces boucliers, mes boucliers qui faisaient 80 cm de diamètre, complètement opaques, parce que bien sûr, ça nous protégeait quand même et tout, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne voyait pas les projectiles, parce que là, on était obligé d'écarter pour voir. Nous sommes bombardés par des gens qui sont sur les toits, et nous ne pouvons pas progresser. Nous risquons d'être pris à rebours par des manifestants qui ont réussi à s'infiltrer par derrière. Grenade lacrymogène à T-17 en abondance. On n'aimerait pas, c'est un feu nourri, on fait que ça, on tire aussi bien au fusil qu'à la grenade elle-même, on n'arrive pas à les dégager. Les gaz brûlent les yeux et la gorge des manifestants, comme des policiers. Et toute la nuit, on était comme dans du brouillard. Les gaz lacrymogènes, le vent étant contraire, nous a fait pire que mieux et nous n'avons pas pu avoir la barricade. Pour ralentir la progression des policiers, certains manifestants mettent le feu à des véhicules. On prenait une voiture, je sais que ça cramait. Alors, il y avait le bruit des crépitements des flammes, des barricades, des grenades lacrymogènes, des pierres qui étaient balancées sur les flics. On est vraiment totalement à bout de souffle. Hein. Il faut être passé par où nous sommes passés pour comprendre. Nous comprenons très bien et nous excusons de vous bousculer. Nous cherchons à comprendre aussi la situation. Merci. C'est très stressant. C'est très angoissant parce que faire un entraînement, c'est bien, mais être confronté directement à ce genre de manifestation, c'est... J'en chiale là presque encore. C'est vrai. Après plus de 3 heures d'affrontement, les dernières barricades finissent par céder. On relève des blessés des deux côtés.
près de 400 au total. Au petit matin, les Français découvrent les ruines du champ de bataille. Mais la victoire des policiers sur le terrain se double d'une défaite politique. Le jour même, les grandes centrales syndicales appellent à la grève générale. La rue a réussi à déclencher quelque chose qui va au-delà de la rue parce que le syndicalisme ouvrier a rejoint le mouvement. Il se passe quelque chose entre cette France des élites intellectuelles et puis un mouvement ouvrier qui vient au contact et qui vient isoler le pouvoir. Georges Pompidou précipite son retour en France. Dans l'avion qui le ramène d'Afghanistan, le Premier ministre a déjà arrêté sa position. Il prépare le discours qu'il veut prononcer le soir même. C'était « il faut absolument en sortir et on va donc offrir une voie de sortie ». C'était un pari. Mais un pari, c'était surtout une volonté d'essayer de voir si on pouvait ou si on ne pouvait pas reconquérir l'opinion publique. Après avoir consulté le général de Gaulle, Georges Pompidou enregistre son discours à la télévision. À 23h15, le Premier ministre cède aux revendications des étudiants. J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi également, la Cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés. Georges Pompidou cède aux revendications des étudiants et pourtant on connaît la suite. Un mois de grève dure avec des affrontements très violents face aux forces de l'ordre. Oui, c'est pas forcément l'image qu'on a en tête quand on parle de mai 68, mais il y a eu plusieurs moments extrêmement violents. Fin mai, il y a un jeune homme et un commissaire qui perdent la vie. Au mois de juin, il y a des occupations d'usines qui se soldent par la mort de 3 personnes. 5 morts au total. Est-ce qu'on peut parler d'un échec pour le maintien de l'ordre ? En tout cas, il y a des leçons qui vont être tirées, le matériel va être amélioré, la formation va être améliorée, le modèle français de maintien de l'ordre va être considérablement renforcé. Et c'est quoi ce modèle français du maintien de l'ordre ? Alors en France, il y a des unités dédiées, des CRS et des gendarmes, spécialement formés pour les manifestations. Ils ont une stratégie très claire, très balisée. D'abord un déploiement massif pour tenir à distance et ensuite dans un deuxième temps, si ça dégénère, on repousse, on disperse, parfois violemment, avec des gaz lacrymogènes et des matraques. Mais jamais d'armes à feu. Pour reprendre l'expression citée par un chercheur, en France, pendant les manifestations, la police fait des bosses, pas des trous, avec toujours la même idée, éviter à tout prix qu'un manifestant meure sous les coups de la police. Dans le hall d'un immeuble parisien, le SAMU tente de sauver un jeune homme. Il s'appelle Malik Oussekine. Son nom va entrer dans l'histoire des violences policières. Le docteur Patrick Écolan, réanimateur du SAMU, est le premier médecin arrivé sur place. Il est tout seul, on voit un corps inanimé, sur le dos. Son visage ensanglanté. Hein. Alors, et puis tu sens par terre. Une heure et demie plus tôt, à l'issue d'une manifestation contre la réforme de l'université, un peloton de voltigeurs motoportés a été envoyé dans le quartier latin. Cette unité spéciale de la préfecture de police a été créée après mai 68. À l'arrière de la moto, un policier muni d'une longue matraque en bois. Ces binômes ont pour mission d'intervenir dans les petites rues de Paris et de disperser les perturbateurs en fin de manifestation. Ces hommes sont réputés pour leur brutalité. Ce soir-là,
Avant de soigner Malik Oussekine, le SAMU prend en charge plusieurs blessés légers. On a l'impression que c'est quelque chose, entre guillemets. On saura que c'est le peloton voltigeur qui est passé et sur le passage a donné des coups. Vers 1h30 du matin, ces policiers sillonnent le quartier. Un habitant court s'abriter dans son immeuble. Derrière lui, un jeune homme terrorisé cherche à se réfugier dans le hall. J'ai ouvert la porte pour le laisser entrer et j'ai fermé la porte au CRS. Mais ceux-là, malheureusement, avaient mis leur matraque entre les deux battants des portes, donc j'ai pas pu fermer la porte complètement. Et ils se sont précipités sur, je crois qu'il s'appelait Malik, et ils l'ont roué de coups, matraque et coups de pied. Très rapidement, on va faire le diagnostic d'arrêt cardiaque et on va commencer la réanimation au bout de 10 minutes. Le cœur repart, mais peu de temps, et ça arrive. On va plus pouvoir le refaire marcher. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'amassent. Si il est déclaré mort tout de suite, je pense que l'ambiance est telle que ça peut faire une émeute. On préfère ne pas diagnostiquer une mort, essayer de continuer la réanimation et de transporter dans le camion du SAMU, sachant quand même pertinemment qu'on a très peu de chance. Le jeune homme est conduit à l'hôpital Cochin. Déjà fragile en raison d'une malformation rénale, il ne survivra pas à ses blessures. Sa mort est déclarée officiellement à 3h20, 5 minutes après son arrivée. L'information remonte jusqu'au sommet de l'État. Le chef du gouvernement, Jacques Chirac, est en voyage à Londres. C'est le ministre de l'économie, Édouard Balladur, qui assure l'intérim. J'ai reçu un coup de téléphone, je crois de Charles Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, pour m'expliquer que ce malheureux garçon avait reçu des coups et était mort. C'était consternant, d'abord sur le plan humain, et puis c'était un événement qui était tragique sur le plan politique. Un étudiant de 22 ans, Malik Oussekine, matraqué par des policiers la nuit dernière dans le quartier latin à Paris, décède d'un arrêt cardiaque. L'événement devient immédiatement une affaire qui fragilise le gouvernement. Tension dans le monde politique. Le ministre Alain Devaquet a présenté sa démission ce matin. François Mitterrand reçoit Jacques Chirac à 21h30 à l'Élysée ce soir. 2 jours plus tard, Jacques Chirac annonce le retrait du projet de loi sur l'université. La réforme était condamnée, c'est certain. Ça ne résiste pas à des événements de ce genre. Ça ne résiste pas. Malik Oussekine devient un symbole. 2 policiers impliqués dans sa mort sont poursuivis. Ils seront condamnés à de la prison avec sursis. Mais dès le lendemain, des dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues. En pleine période de cohabitation, la gauche met en cause le gouvernement de droite. Le président de la République se déplace personnellement pour aller saluer la famille Oussekine. C'est devenu un argument politique. Et puis surtout, ça a contribué, je pense, à une certaine timidité de tous les pouvoirs successifs, de droite comme de gauche d'ailleurs. Et moi-même, devenu Premier ministre, quand j'ai tenté d'instituer le CIP, contrat d'insertion professionnelle, beaucoup de responsables m'avaient dit « Souvenez-vous de l'affaire Malik Oussekine ». Malik Oussekine, c'est une onde de choc pour la France, pour la population française, qui va aussi renforcer la défiance vis-à-vis de la police. Est-ce que ça change fondamentalement la manière de faire des forces de l'ordre? Alors, les pelotons de voltigeurs vont être supprimés, mais à part ça, on continue avec le même modèle. Alors, quelques années plus tard, il va y avoir un changement important, mais qui concerne l'équipement des forces de l'ordre. Regardez ces images, on est en 1994, à Rennes. C'est une manifestation de marins-pêcheurs qui va complètement dégénérer. Certains manifestants sortent des frondes, tirent des fusées de détresse. Il va y avoir
une trentaine de blessés parmi les policiers et les gendarmes. On parle même de blessures de guerre. Et c'est après ça que la protection des forces de l'ordre va changer de niveau avec ces nouvelles tenues que les policiers appellent eux-mêmes les tenues Robocop. Les forces de l'ordre sont donc mieux protégées, mais plus lourds avec tout ce nouvel équipement et peut-être aussi moins mobiles. Oui, ça c'est un problème d'ailleurs parce que les policiers vont être confrontés à des violences d'un nouveau genre, les émeutes dans les banlieues. Et là, on est bien loin du cadre traditionnel des manifs organisés. Clichy-sous-Bois se réveille en état de choc. Pendant la nuit, des habitants souvent très jeunes ont affronté la police et incendié 23 voitures. Ils accusent les forces de l'ordre d'être responsables de la mort de 2 des leurs. Zied et Bouna, âgés de 17 et 15 ans, ont été électrocutés dans le transformateur EDF où ils s'étaient réfugiés pour échapper à la police. En prévision d'une deuxième nuit de violence, les policiers de la compagnie d'intervention de Seine-Saint-Denis s'apprêtent à prendre position à Clichy. C'est un officier qui nous dit voilà, il y a une cité qui s'est embrasée hier, il y a eu un drame, il y a eu 2 jeunes qui sont décédés. Ça peut monter en tension, ou ça peut se rabaisser très vite, comme ça arrive très souvent. On y va comme on prendrait le service un 31 décembre ou un 14 juillet, on sait que ça va brûler un petit peu, que ça va caillasser. Donc on y va un peu serein. Aucun d'entre eux n'imagine que ce qui n'est encore qu'une poussée de colère dans quelques cités va déboucher sur le plus grand défi pour les forces de l'ordre depuis mai 68. Dès la deuxième nuit, les violences redoublent d'intensité. Plus de 400 habitants affrontent les 300 policiers et gendarmes mobilisés. Premièrement, ça tire. Attention, ça caillasse là, ça caillasse. Yannick Landurin et ses collègues se retrouvent débordés par l'intensité des violences. Arriver dans une rue où on a l'habitude de passer, où on voit des gens, des commerces ouverts, des choses comme ça. Et là, autour de nous, on n'a que 5-6 voitures brûlées. On n'a pas fini d'éteindre une voiture à droite que 2 rues derrière, on est appelé pour une autre voiture qui s'embrase. Les pompiers qui crient, il faut aller là, qui donnent leurs instructions. Nous au milieu, les jeunes qui nous insultent et qui nous caillassent. Le patron de la police du département pilote les opérations. Mais il pilote à l'aveugle. En termes de renseignement, pas de renseignement. Vous n'avez pas de renseignement, pas d'information. L'événement a surpris tout le monde, nous les premiers d'ailleurs, et les services de renseignement, ce qui fait que les informations qu'ils pouvaient avoir ou qu'ils devaient avoir dans les cités ne sont pas remontées de la façon dont ils l'auraient souhaité. Incapables d'anticiper, les forces de l'ordre sont souvent prises de vitesse par les émeutiers. Le temps qu'on se mette en place, avait fini de nous caillasser, était déjà parti de rue plus loin, nous fallait remonter dans les véhicules, donc c'était un peu le jeu du chat et de la souris. Malheureusement, les cités, notamment en Seine-Saint-Denis, ne sont pas faites pour intervenir. Enfin, ça n'avait pas été pensé comme ça. C'est plein de coursives, c'est plein d'espaces étroits où nous, on ne peut pas forcément intervenir en véhicule. Eux connaissent la cité par cœur. Ils rentrent d'un bâtiment à l'autre en passant par les caves. Donc, c'est très compliqué de procéder à des interpellations. Au ministère de l'Intérieur, les conseillers de Nicolas Sarkozy sont eux aussi surpris par ces violences spontanées, sans mot d'ordre ni porte-parole. Quand vous avez une manifestation de la CGT à Paris, cette manifestation est organisée à l'avance. Alors que là, le mouvement est complètement spontané, il est complètement sauvage, je dirais, sans du tout qu'apparaissent des leaders. C'est déstabilisant, c'est très embêtant. Mais je veux d'abord vous dire le ministre de l'Intérieur est alors directement mis en cause. À Clichy, beaucoup accusent Nicolas Sarkozy de cacher la vérité. Sa première version des faits attise la colère des habitants. Ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là, d'après ce qui m'est indiqué dans le rapport écrit que j'ai reçu, ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police. Quand il communique à partir d'informations qu'on lui communique. Quand le ministre me demande ce qu'il s'est passé, je lui dis ce qu'on m'a dit,
qui m'avait été dit quelques heures plus tôt dans mon bureau par les policiers qui étaient intervenus. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas eu de poursuite. Voilà. Mais il vous ment en vous disant ça. Il me présente une version des faits qui n'a pas été ensuite corroborée par la suite de l'enquête. Les adolescents étaient bien poursuivis par la police. Ils n'avaient commis aucune infraction. Martin était l'un des jeunes qui accompagnaient Zied et Bouna le jour de leur mort. Arrêté et conduit au commissariat, il est relâché le jour même par les policiers. Et je sais qu'ils mentent. Mais après, moi, comme je suis qui, moi, pour me faire entendre? J'ai 15 ans, et ma bouche, on me la ferme aussi rapidement que je l'aurais ouverte. Et même, je vais m'exprimer, mais auprès de qui? Même les gens qui doivent nous défendre, qui doivent être là, en vrai, c'est ces mêmes gens-là qui sont en train de nous mentir, en fait. Donc, en vrai, je vais aller me... Chez qui je vais me réfugier, moi? Chez personne, si c'est pas entre nous. Nous, on n'a pas d'autre moyen de se faire entendre que par la colère. Les policiers reçoivent des consignes de fermeté, mais ils sentent un malaise chez leur hiérarchie. Donc il y a eu 2 morts, la police est mise en cause. On sent que l'hésitation à nous envoyer sur des lieux où on pourrait faire des interpellations, où il pourrait y avoir de la bagarre entre eux et nous, on sent que c'est ça le but en fait, c'est qu'il n'y ait pas d'affrontement direct. Ils veulent surtout pas que ça s'enflamme et qu'il y ait encore un nouvel incident. Ils sont déjà sous pression, en fait. Quand ils sont sur le terrain, on sent tous qu'ils sont déjà sous pression. C'est-à-dire que la bavure, elle peut venir à n'importe quel moment, en fait. Elle peut venir d'une incompréhension, d'un geste. Chez de nombreux habitants, le déploiement massif des forces de l'ordre est vécu comme une provocation. Vous ne pourrez pas passer celui-là. Ils nous étouffent, en fait. C'est plus des groupes de 3-4. C'est des CRS qui se déplacent dans le quartier. C'est des groupes de 20. 25 CRS, des 15 camions. Ça apaise pas les choses, en fait. Ça envenime plus que ça apaise. Lors de cette deuxième nuit d'affrontement, des CRS sont la cible d'un tir à balles réelles, du jamais vu dans les banlieues françaises. Ça a été une grande surprise, quand même. Je me rappelle qu'une balle qui s'était fichée sur le montant d'un véhicule. Se disait, c'est pour qu'on tire quand même, avec une arme à feu, puis pas de petit calibre, pour qu'on tire sur un véhicule de police. Ça montrait qu'on avait franchi un pas. Je me rappelle avoir eu une conversation à ce moment-là avec un élu qui m'avait dit il cherche à tuer un policier, il cherche la vengeance. Quand on rentre au poste de commandement et qu'on nous dit que les CRS ont été pris pour cible par des tirs à balles réelles, ça ne fait que grossir notre peur. On se dit il y en a un qui va avoir un ras-le-bol, qui n'aurait pas fait d'habitude, ou qui va simplement se défendre et en état de légitime défense. On se dit forcément il y a un collègue qui va tirer. Deux jours après la mort de Zied et Bouna, une marche silencieuse est organisée à Clichy en hommage aux 2 adolescents. En accord avec la mairie, les forces de police se tiennent en retrait. Les familles et les élus lancent des appels au calme. Les violences diminuent, les autorités pensent que la crise touche à sa fin. Jusqu'au lendemain soir. À la mosquée Bilal de Clichy-sous-Bois, les fidèles sont réunis pour la nuit du destin, l'une des plus importantes du mois du Ramadan. En début de soirée, du gaz pénètre dans la salle de prière, provoquant la panique. La grenade lacrymogène a été tirée par un policier lors d'un accrochage avec des habitants devant la mosquée. L'information, elle arrive très vite. Ah, il s'est passé ça, il s'est passé telle chose. Ah, ok, mais c'est pas normal. C'est comme une provocation, comme une vengeance de leur part, c'est fait exprès.
Oh non, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Quand on apprend ça, on se dit, ça, c'est embêtant. Hein, c'est embêtant. La relation qui peut être faite entre le lieu de prière, d'une part, et puis d'autre part, le gaz lacrymogène, c'est quelque chose qui peut être explosif pour l'opinion. Ça, on le sent bien tout de suite. Les autorités assurent que la mosquée n'était pas visée. Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement, prend contact avec le Conseil français du culte musulman. L'objectif, c'était par leur intermédiaire de passer des messages à la fois d'apaisement et surtout le message que nous étions dans une logique de sécurité, de maintien de l'ordre, et qu'il n'y avait aucun amalgame à faire avec les questions religieuses. Les responsables musulmans n'ont pas de prise sur le terrain. Les violences redoublent d'intensité à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Le lendemain de l'incident, elles s'étendent aux villes voisines. Le surlendemain, elles dépassent les frontières de la Seine-Saint-Denis. Les autorités s'inquiètent de la couverture médiatique, accusées d'amplifier la propagation. Il y a eu des phénomènes de mimétisme qui ont été très clairs. Hein. On l'avait vu avec des personnes interpellées. Ils ne connaissaient pas très bien un peu l'histoire de Ziad Bouna, quoi, pour parler clair, quoi. Sauf qu'il y avait, voilà, on avait vu à la télévision, à tel endroit, il y avait eu, je sais pas, X voitures incendiées. On veut faire mieux. Adjoint au maire d'Aulnay-sous-Bois, en charge de la sécurité, Franck Canarozzo voit sa commune basculer dans la violence. On est alerté par le fait que sur des stations essence, il y a des gens qui viennent en voiture chercher de l'essence avec des bidons. Là, voilà, c'est pas la saison du barbecue. Donc on sait très bien que ça va être utilisé pour des cocktails Molotov. Les violences sont de moins en moins improvisées. Ils forment des barricades pour empêcher notre progression, ils se cachent derrière les barricades pour nous caillasser. Ils restent un peu plus longtemps pour vraiment bien nous atteindre. On savait pas où on allait en fait. On va avoir comme élément que des très jeunes, y compris des enfants qui ont entre 12 et 14 ans, que certains envoient éteindre les éclairages. Sur chaque lampadaire, vous savez, vous avez une petite trappe en bas, on ouvre la trappe. Et on balance un seau d'eau et on fait disjoncter. Sauf que l'arc électrique, il peut être présent. Il y a pour nous l'angoisse là, terrible que chez nous aussi, il peut y avoir très vite un décès. 3 jours après l'incident de la mosquée, un match de football au Stade de France va compliquer le déploiement des forces de l'ordre. Lille affronte Manchester United. Face à la menace des hooligans, les autorités font le choix de renforcer les effectifs de police autour du stade. Les grands événements, et notamment les événements au Stade de France, enlevaient les effectifs à la sécurité générale, qui, en l'espèce, avaient besoin d'être spécialement renforcés. Il y avait une sorte de déshabillage des circonscriptions de Seine-Saint-Denis quand il y avait un match. Les élus locaux s'inquiètent. Ils réclament plus de policiers. On avait beau s'activer en disant ce qu'on a vu là est hors du commun par rapport à d'habitude, il va se passer quelque chose de grave. Les réponses que l'on obtient, c'est il y a un match et donc les forces de police seront disponibles après le match. Voilà. Sauf que tout le monde a oublié une chose, c'est que nous sommes au mois de novembre, il fait nuit à 18h et donc les choses vont commencer très tôt. L'adjoint au maire d'Aulnay se rend au commissariat, transformé en poste de commandement. Je me rappelle parfaitement de la tête de mon commissaire de police, je me rappelle parfaitement la tête de mon maire. Tout le monde est décomposé parce qu'on sait qu'on n'a pas les forces de police nécessaires. Au Stade de France, dans le PC sécurité qui surplombe la pelouse, les messages radio signalent les violences alarmantes qui secouent Aulnay-sous-Bois. Le patron de la police du département quitte le stade pour aller sur place. J'ai trouvé une situation que je qualifie moi de cataclysmique. Les
des incendies qui avaient été allumés, il y avait même des arbres qui s'étaient embrasés. Beaucoup de personnes aux fenêtres qui appelaient au secours, craignant que le feu ne se propage aux habitations. Le poste de police du Galion avait été incendié. La voiture de la commissaire avait été incendiée aussi. La police nationale dans le département, elle ne sait plus où donner de la tête. Voilà. Elle n'est pas capable, elle n'est pas en capacité de réagir face à tous les événements qui sont là. Des CRS et des gendarmes mobiles reçoivent l'ordre de quitter le Stade de France pour venir en renfort de leurs collègues. Mais ces unités, souvent venues de province, connaissent mal le terrain. Un attroupement de plus d'une centaine de personnes qui, voulant découdre, avaient bloqué la rue pour que les pompiers, finalement, ne puissent pas sortir de la caserne et aller éteindre les incendies. Et donc, il y a des forces de police qui sont mandatées pour aller sur telle rue soutenir les pompiers. Et ils vont aller sur telle rue, mais vont se tromper de ville. Doucement. Vers 23h, la police est à nouveau appelée pour un incendie spectaculaire. Cette fois, c'est la concession Renault qui est visée. Franck Canarozzo arrive sur place quelques instants après le départ des flammes, qui vont ravager des dizaines de voitures. Il est déjà trop tard, enfin, les cocktails Molotov se vont très vite. Quand vous êtes 4 dans un véhicule, c'est évident que vous ne pouvez rien faire. La nuit même, vers 2h du matin, le préfet et les principaux responsables des forces de l'ordre se réunissent en cellule de crise. La réunion est présidée par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Que fait-on? Que fait-on? Les choses n'allaient pas se calmer. C'était pas possible. Donc on avait atteint une espèce de point de non-retour. Le ministre de l'Intérieur interroge les chefs de la police. Comment avez-vous utilisé les personnels mis à votre disposition? Donc on lui a expliqué le fait d'avoir récupéré des unités mobiles de CRS qui étaient engagées sur le match Lille-Manchester. En creux, avec ça, vous n'y êtes pas arrivé. Donc il faut renforcer le dispositif. L'instruction du ministre, c'est il faut saturer le terrain. Nicolas Sarkozy multiplie les déplacements auprès des forces de l'ordre. À 1 an et demi de la présidentielle, le ministre de l'Intérieur sait qu'il joue gros. Si on n'avait pas réussi à arrêter ce mouvement, la situation politique de Nicolas Sarkozy eût été beaucoup plus délicate. Sans que cela soit explicitement évoqué, c'est bien sûr présent dans tous les esprits. On est à 1 an et demi de l'élection présidentielle de 2007 et en toile de fond de ces émeutes de banlieue, il y a la rivalité entre Nicolas Sarkozy et le Premier ministre Dominique de Villepin. Il faut se souvenir du contexte de l'époque. Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui promettait de nettoyer les cités au Karcher, le ministre de l'Intérieur qui se pose en homme fort, qui va, souvenez-vous, sur la dalle d'Argenteuil, dans le Val d'Oise, pour dire ceci aux habitants. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Voilà, ça c'est 2 jours avant le déclenchement des émeutes. Alors forcément, quand les violences explosent, eh bien Nicolas Sarkozy se retrouve sous pression. Dans un premier temps, Dominique de Villepin va rester en retrait jusqu'à ce moment. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre répond aux questions d'actualité et il ne laisse pas son ministre de l'Intérieur s'exprimer. Voyez le visage de Nicolas Sarkozy. Voilà, qui résume un peu la tension qui règne à ce moment-là. Et écoutez ce que dit le Premier ministre. Évitons de stigmatiser des quartiers auxquels les habitants sont attachés. Traitons différemment la petite délinquance et la grande criminalité. Et on comprend bien que c'est Nicolas Sarkozy qui est directement visé. Chacun joue sa stratégie, joue sa partition. Pour la première fois dans l'histoire des violences urbaines, un hélicoptère s'apprête à intervenir. L'hélico, c'était une demande qu'on formulait depuis longtemps, qui n'était pas pratiquée dans le cadre de l'ordre public. Donc on a un peu forcé la main. Des élus craignent de renforcer l'impression de guerre civile. Au gouvernement, on s'inquiète même qu'un hélicoptère puisse être visé par des tirs. Qu'est-ce qu'on fait si, dès lors qu'il y a l'utilisation d'armes et de balles réelles, qu'est-ce qu'on fait si un hélicoptère est touché? Ces craintes sont balayées. 7 hélicoptères sont engagés sur les zones d'affrontement.
d'hélicoptère, on voit ce qui se passe dans le dédale des rues. Les hélicoptères pouvaient donner des renseignements aux collègues policiers au sol. Et puis ces hélicoptères étaient susceptibles de déstabiliser quelque peu les manifestants. Jusqu'à 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Sur le terrain, ils tentent d'adapter leur tactique. On allait à des endroits où on savait qu'ils nous attendaient, par exemple. Donc on disait à certains effectifs, à 3 ou 4 voitures, de faire le tour. On savait qu'ils allaient être face à nous. Nous, on arrivait un petit peu pour faire la chèvre en tenue. Et voilà, on se faisait caillasser. Pendant qu'ils nous caillassaient, mes collègues arrivaient derrière eux pour essayer d'en interpeller. Peu à peu, les violences baissent en Île-de-France. Mais c'est à présent l'ensemble du territoire qui est concerné. Dans la nuit du 6 au 7 novembre, 274 communes sont touchées. Tous nos moyens commençaient à être engagés. Et on se demandait comment nous ferions si d'aventure le mouvement prenait encore plus d'ampleur, s'il faisait davantage tache d'huile. Le président de la République, Jacques Chirac, convoque un conseil de sécurité intérieure. À l'ordre du jour, une seule question: comment arrêter la vague de violence? Il n'y a aucune réforme à négocier, aucun interlocuteur pour discuter. Dominique de Villepin plaide pour une mesure choc, l'état d'urgence. Son ministre Nicolas Sarkozy s'y oppose. Ça nous semblait dramatiser encore une situation dans laquelle on sentait quand même un mouvement qui s'essoufflait et qui n'avait pas besoin d'être revigoré par une décision qui pouvait apparaître provocatrice. On était un peu à contre-emploi. Il eût été logique que ce soit le ministre de l'Intérieur qui soit le plus pushy sur cette décision d'état d'urgence. Je me suis dit que peut-être que le fait que ce n'était pas leur idée, peut-être les amenait à pas être très fans. Et je me souviens très bien que Dominique de Villepin avait défendu un autre point de vue, qui était de dire, moi je pense que rien ne baisse et qu'il faut en réalité montrer clairement que s'il le faut, on peut passer le cran supérieur parce que c'est l'autorité de l'État. C'est Jacques Chirac qui a arbitré. Le lendemain, au journal de 20h, le Premier ministre annonce ces mesures devant une audience record. 13 millions de téléspectateurs. Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu s'ils l'estiment utile pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir. Comme si le sujet était trop sensible, le Premier ministre évite soigneusement de parler d'état d'urgence. C'est, je crois, un peu ce que Nicolas Sarkozy avait obtenu dans l'esprit de consensus qui devait prévaloir. Voilà, parce qu'il n'était pas question qu'on soit dans une logique de faire perdre la face à tel ou tel. Donc finalement, on est arrivé sur ce terme de couvre-feu. Mais techniquement, c'est bien l'état d'urgence qui a été appliqué. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie que l'état d'urgence est décrété en métropole. Plus de pouvoirs pour les préfets, des perquisitions autorisées de jour comme de nuit et surtout des couvre-feux, la possibilité de mettre en place des couvre-feux. Est-ce que tout ça, c'est efficace ? Alors, si on regarde les chiffres, oui, ça peut sembler efficace. Voici en rouge la courbe des véhicules incendiés, en blanc celle des arrestations. Ces deux courbes augmentent jusqu'à l'état d'urgence et ensuite elles diminuent. Ça, c'est pour les chiffres. Sauf que dans les faits, le couvre-feu n'a été appliqué en réalité que dans une trentaine de villes sur 250 qui ont été touchées. En réalité, dans un certain nombre d'endroits, la situation était déjà redevenue calme avant même l'instauration de l'état d'urgence. Donc ce ne sont pas les mesures d'exception qui ont permis le retour au calme. Il y a eu un déploiement massif de policiers, mais il y a aussi d'autres raisons qui peuvent expliquer la fin de ces violences, notamment le travail des élus locaux, des médiateurs, et puis aussi le retour du froid. Ah oui, la météo, c'est plus étonnant. Exactement. Les émeutes se terminent 3 semaines après la mort de Zied Bouna. Le premier bilan officiel, c'est près de 4000 arrestations et 600 personnes écrouées. Et sur un plan politique, Sarkozy, Villepin, qui sort gagnant ? Alors Villepin considère qu'il a gagné son pari avec l'état d'urgence. Sarkozy, lui, peut mettre en avant le fait qu'il n'y a pas eu de mort supplémentaire. Mais on va les retrouver face à face, tous les deux, quelques mois plus tard. Ce sera un peu la deuxième manche du duel qui va se jouer une nouvelle fois dans la rue. Qui vote contre?
Qui vote pour? La grève est reconnue. 3 mois après la fin des émeutes, le gouvernement doit gérer une nouvelle crise. À Rennes, les étudiants s'opposent au CPE, le contrat première embauche, défendu par Dominique de Villepin. Je comprends ce que ressentent et ce que disent les jeunes dans notre pays. Pour faciliter le travail des moins de 26 ans, le Premier ministre veut autoriser les patrons à licencier, sans motif, pendant 2 années. Le mouvement de contestation, parti de Bretagne, gagne la France entière. À la mi-mars, plus de 40 universités sont en grève. Une grande manifestation d'étudiants et de lycéens est annoncée sur la capitale. Pour la préfecture de police, c'est du classique. Le défilé est préparé à l'avance, en concertation avec les organisateurs. Le cortège doit traverser Paris sur 5 km, de la place d'Italie jusqu'à l'esplanade des Invalides, à 200 mètres de l'Assemblée nationale. Contrairement aux émeutes de l'automne, le terrain est balisé, mais un nouvel élément préoccupe les autorités. On a vu dans les manifestations du CPE des casseurs, si vous me permettez l'expression, qui étaient présents aussi dans les mouvements qui avaient eu lieu quelques mois plus tôt en banlieue. Et cet élément était de nature à nous inquiéter. Les étudiants et les lycéens sont venus de toute la France. Ils sont environ 30 000 à réclamer le retrait du CPE. Yann Benayoun est l'un des principaux animateurs de la manifestation. À mi-parcours, il sent la tension monter brusquement. On voit des groupes extrêmement mobiles de jeunes qui sont tout autour du cortège, qui se déplacent très vite et qui vont au contact. Je vois des provocations sur des adultes, sur des jeunes. Je vois des débuts de violence aussi, où on essaie d'aller chercher des sacs, des choses comme ça. Notamment sur les côtés, c'est compliqué. Les groupes essayent de rentrer dans le cortège. Et ils sont repoussés par des services d'ordre, des organisations de salariés, mais ils reviennent par vagues. Éric Belleux est le patron du dispositif sur le terrain. Il coordonne 3000 policiers et gendarmes en lien avec la salle de commandement. Plusieurs milliers de jeunes de banlieue commencent à se regrouper. À mon avis, ils sont partis fouiller là-bas. Ils sont partis fouiller. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. On voyait bien que, manifestement, ils attendaient le bon endroit. Le bon endroit, ce sera l'esplanade des Invalides. Les forces de l'ordre sont positionnées à l'entrée des rues perpendiculaires. Elles protègent l'accès à l'Assemblée nationale, au ministère, au quartier commerçant et gardent le pont Alexandre III qui traverse la Seine en direction du palais de l'Élysée. Au centre, l'esplanade fait 500 mètres de long et 250 mètres de large. Sur ce vaste espace, il n'y a aucun policier. Cyril a vécu de l'intérieur toutes les grandes manifestations parisiennes. Ce policier est l'un des meilleurs professionnels du maintien de l'ordre. Pour protéger son anonymat, cet entretien a été reconstitué. Tous les dispositifs pour le CPE sont encore construits comme ils étaient dans les années 80-90, avec une police assez attentiste, qui est en fait loin des manifestants. On a des gens qui sont là pour faire des barrages, pour boucler un quartier, mais qui n'ont pas forcément d'idées de stratégie ou de manœuvre pour interpeller les gens, qui sont juste là pour les empêcher de passer à certains endroits. Cette présence passive se révèle rapidement problématique. Elle laisse le champ libre aux casseurs. Quand on arrive sur l'esplanade, je manque de me prendre un projectile quasi immédiatement. On
voit des jeunes lycéens et étudiants être pris à partie et être bastonnés par les groupes. Qui raquettent, qui arrachent, qui tapent. Hein. À ce moment-là, on n'est même plus dans une forme de raquette, c'est de la bastonnade, claire. Ça va très très vite. Et ensuite, ils s'éparpillent. C'était fort. Ce sont des scènes extrêmement fortes avec un mode opératoire qu'on n'avait pas encore vu sur Paris. Une fois qu'ils ont volé des portables, des appareils photo et ainsi de suite, ils se dispersent et ils s'éclatent complètement et ils se fondent à nouveau dans la masse des manifestants pour se reconstituer quelques minutes après. On a l'impression d'avoir des nuages d'insectes qui fondent sur un champ. On n'était pas habitué à ça. L'état-major n'a pas anticipé. Les policiers n'ont toujours pas l'ordre d'intervenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une manif avec des jeunes, des lycéens et des étudiants. Donc c'est une manif particulière au sein des manifs. C'est celle où on est le plus méfiant, justement pour pas qu'il y ait de blessés, pas de morts, pas de martyrs. L'idée c'est ça, pas de blessés, pas de morts, pas de martyrs. Celui qui est sur le terrain, il est confronté à des riverains, à des gens qui lui disent « Regardez ce qui se passe, vous faites rien ». C'est compliqué pour celui qui est sur place. C'est presque de la non-assistance à personne en danger. Faites preuve d'humanité, intervenez, s'il vous plaît. C'est la merde là-bas. Le chaos qui règne sur l'esplanade des Invalides oblige la police à bouleverser sa tactique habituelle. J'informe la salle de commandement pour demander à ce qu'on resserre le dispositif de manière à laisser un terrain de jeu le moins vaste possible à nos bandes de jeunes. Selon les témoignages, les agressions durent plus d'1 heure sans que les forces de l'ordre interviennent. C'est le temps de la discussion. À partir du moment où la sphère préfectorale ou politique a l'information, il y a un temps de latence qui est le temps de la décision. Donc ça prend un certain temps. Ils se téléphonent, ils consultent, ils discutent de la situation et puis pendant ce temps-là, les unités, elles restent les armes au pied. La hiérarchie policière assure que la décision est prise rapidement. Elle explique le délai d'intervention par une raison technique. À partir du moment où la décision a été prise, ça a pris peut-être une vingtaine ou une trentaine de minutes, mais ça, c'est complètement incompressible. C'est un temps nécessaire pour arriver à faire une manœuvre de manière à ne pas laisser de trou pour ne pas permettre justement à cette nébuleuse de pouvoir s'échapper. Les policiers sont face à une autre difficulté. Comment faire le tri entre jeunes agresseurs et jeunes agressés ? Il ne fallait pas non plus qu'on se mette les manifestants traditionnels à dos. Parfois, vous allez interpeller 3-4 personnes et vous pouvez là-dedans interpeller un manifestant qui, dans la pagaille, a pu être pris pour un agresseur parce qu'il se défendait et ainsi de suite. Et ça peut, à partir de là, retourner complètement les manifestants traditionnels contre les forces de police. Les CRS pénètrent enfin sur la pelouse de l'esplanade. Ils reçoivent l'ordre de faire des arrestations. Trop tard, les autorités sont accusées d'avoir laissé faire les casseurs, volontairement. Notre inquiétude, c'est qu'il y ait une tentative de déstabilisation du mouvement social pour décrocher une partie de l'opinion qui est à ce moment-là déjà très majoritairement avec nous, en disant « mais regardez, ces inconscients, c'est des casseurs, c'est le trouble à l'ordre public, etc. etc. » Et donc notre colère, elle vient de ça aussi. Le procès en insuffisance de moyens policiers est immédiat. Et vous pouvez envoyer tous les porte-paroles de la Terre, réaffirmer le contraire, la messe est dite. Le lendemain de la manifestation, les responsables de la police et de la gendarmerie sont convoqués au ministère. Sous l'œil des caméras, Nicolas Sarkozy demande aux forces de l'ordre d'adapter leur tactique. Le ministre réclame plus d'arrestations. Cyril est l'un des policiers qui participent à la réunion. C'est un tournant parce que là, pour la première fois, il y a des consignes d'intervention très nettes. La violence, elle est clairement du côté des manifestants, même s'il se passe des scènes un petit peu ou des mini-bavures. On n'aura pas été à l'origine des violences.
Le futur candidat à la présidentielle ne s'arrête pas là. Alors que les questions de maintien de l'ordre sont habituellement discutées en préfecture, Nicolas Sarkozy réunit les syndicats au ministère de l'Intérieur. On est un peu tendu. On est tous assis sous les lambris de la République. Et surtout, une anecdote, ça m'a frappé. Ils mangent. Mais ils mangent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des petites milliardises qui sont posées et ils mangent pendant... Je sais pas, la réunion, elle dure même pas 1 heure, à peine 1 heure. C'est très rapide, c'est très court. Mais ils mangent, quoi. Et il est plutôt, de mémoire, assez affable. Il nous demande ce qui pourrait être amélioré. Ce qui va pas et comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Il est dans un rapport de séduction. Ou une tentative de séduction pour dire maintenant ça va bien se passer. Il joue sa partition du ministre de l'Intérieur responsable. Cinq jours après les Invalides, les caméras de télévision sont invitées à filmer la salle de commandement de la préfecture de police de Paris. À quelques heures d'une nouvelle manifestation, la reprise en main est largement médiatisée. Les policiers descendent dans le métro pour intercepter d'éventuels casseurs. Surtout, les forces de l'ordre changent leur organisation tactique. On introduit beaucoup plus de policiers en civil, notamment des BAC, pour faire des interpellations beaucoup plus ciblées et puis d'essayer de casser cette dynamique des nébuleuses avant même qu'elles aient eu le temps de se constituer. Les brigades anticriminalité ne sont pourtant pas spécialisées dans les interventions en manifestation. Grosse prise de risque. Grosse prise de risque pour avoir des interpellations parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de travailler en ayant beaucoup d'initiatives et qui vont aller un petit peu la fleur au fusil sans respecter forcément les consignes collectives. De leur côté, les syndicats de salariés renforcent leur service d'ordre pour rendre le cortège hermétique. À l'arrivée, place de la République, les casseurs se retrouvent isolés face aux forces de l'ordre. Les policiers en civil multiplient les interpellations musclées et se replient derrière leurs collègues en tenue. La préfecture peut annoncer près de 400 arrestations. Et contrairement aux Invalides, cette fois la violence est contenue. Et Nicolas Sarkozy va en faire un succès personnel. Regardez ces images, le ministre de l'Intérieur se déplace le soir même sous l'œil des caméras pour féliciter les forces de l'ordre. Une nouvelle fois, il se met en scène et apparaît en homme fort, tout en prenant ses distances avec le CPE, le projet défendu par son rival, Dominique de Villepin. Oui, d'ailleurs, le CPE sera abandonné quelques temps plus tard. Nicolas Sarkozy sort renforcé de cette séquence sécuritaire. Qu'en est-il de la police ? On a bien vu que là, les forces de l'ordre ont vraiment du mal avec les casseurs. Après, elles vont tenter de s'adapter, d'être encore plus mobiles et de faire plus d'interpellations. Le problème, c'est qu'une fois de plus, la rue va aller plus vite que les techniques des policiers. Oui, avec l'émergence du fameux Black Bloc. Exactement. Le Black Bloc, c'est un ensemble de groupes de militants d'ultra-gauche qui viennent masquer aux manifestations, qui sont très organisés et surtout qui n'hésitent pas à aller à l'affrontement avec la police. Depuis les années 2000, on les voit beaucoup dans les manifs en Allemagne, en Italie, en Grèce. Mais en France, c'est vraiment en 2016 qu'ils vont carrément prendre la tête des cortèges avec un moment très emblématique, les violences de l'hôpital Necker. Laura s'apprête à affronter la police. Cette étudiante est membre d'un groupe d'ultra-gauche. Après 3 mois de mobilisation contre la loi travail du gouvernement Valls, ces militants se préparent pour une manifestation décisive. Sous couvert d'anonymat, Laura accepte de raconter l'organisation de ces groupes qui déstabilisent les forces de l'ordre. On arrivait à la fin de l'année scolaire avec les grandes vacances et on sait tous et toutes très bien que les grandes vacances, c'est un creux dans la mobilisation. C'est les hommes politiques qui en profitent pour faire passer des lois. Donc on sentait a priori que si c'était pas maintenant,
En fait, la loi travail, elle est passée. Les militants d'ultra-gauche se présentent comme antifascistes, anarchistes ou autonomes. Les autorités les appellent le Black Bloc. Manifester d'un point A à un point B, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. On veut déborder, on veut reprendre la rue, on veut que ce soit quelque chose de plus spontané. Ces militants prennent pour cible des symboles du capitalisme. Ça va être sur les banques, les assurances, les panneaux publicitaires. C'est sur les choses qui, en fait, polluent la rue. Parce que nous, on dit qu'on est violent, mais les violences des banques, les violences de la publicité qui martèle ces slogans partout, nous, on n'a plus envie de la supporter. À la préfecture de police, Alain Gibelin, le patron de l'ordre public à Paris, s'attend à vivre une journée sous haute tension. Les services de renseignement font remonter une participation extrêmement importante pour cette manifestation. Et nous avions des éléments nous laissant penser que des Black Blocs étrangers allaient venir fédérer, se joindre avec nos Black Blocs franco-français pour prendre un petit peu la tête de la manifestation et la faire dégénérer. La police française est surprise par le phénomène Black Bloc. On a vraiment des professionnels de la manifestation. Et on voit bien qu'on tâtonne. On a un chiffrage du nombre de personnes, mais on ne sait pas où ils arrivent. On ne sait pas où ils se rassemblent. Enfin, il n'y a rien, quoi. Il y a des étrangers qui sont venus, il y a des gens qui sont venus de toute la France. On annonçait la plus grosse manifestation à Paris depuis le début du mouvement contre la loi travail. C'était une journée attendue, quoi. Comme lors de la manifestation anti-CPE de 2006, le cortège doit parcourir les 5 km qui séparent la place d'Italie de l'esplanade des Invalides. Mais cette fois, les forces de l'ordre se tiennent très près du cortège. Le commissaire Alexis Marsan coordonne la manœuvre des policiers sur le terrain. Très vite, le Black Bloc entre en action. Ça commence à casser. On va avoir des mutuelles qui vont être prises à partie, des magasins. Là, on intervient à chaque fois sur les groupes pour empêcher la casse, faire cesser la dégradation. On se prend de grosses charges. En fait, on n'a pas le choix. Soit on rentre chez soi, soit on affronte la police. Ce qu'on a essayé à l'époque, c'est d'avoir une force d'intervention qui soit capable de percuter le Black Bloc. Une ou plusieurs unités, CRS ou gendarmes, qui rentrent à l'intérieur du Black Bloc pour le désolidariser. Une fois qu'on a des petites miettes partout, des unités plus mobiles qui essayent de ramasser les gens. On ne sait pas si on va revenir sur nos deux jambes, on ne sait pas si on va revenir avec nos deux yeux. On a peur pour soi, on a peur pour ses amis, on a aussi peur de finir en garde à vue. Laura et son groupe se tiennent derrière leur banderole, qui leur sert aussi de bouclier. C'est des banderoles qui sont plus solides que de simples banderoles en drap. C'est aussi un outil pour se protéger en manifestation. C'est des banderoles qu'on peut tenir et qu'on peut interposer entre nous et la police. Fait inhabituel dans l'histoire des manifestations, les militants d'ultra-gauche prennent la tête du cortège. Ils sont au moins 1 millier. Derrière eux, les organisations syndicales, les services d'ordre de la CGT ou de Force ouvrière encadrent des dizaines de milliers de manifestants, mais restent en retrait des groupes autonomes. Les centrales syndicales n'ont plus les capacités qu'elles avaient il y a à peu près 20 ans en termes de services d'ordre. Ils sont moins nombreux, sont moins professionnalisés. L'aide que nous avions dans le temps par les services d'ordre des centrales syndicales des partis politiques, elle a complètement changé de dimension. J'ai le souvenir très précis de certains chefs de centrales syndicales avec lesquels nous avions des relations tout à fait cordiales, voire amicales, qui nous permettaient en amont d'anticiper les problèmes, d'essayer d'imaginer comment la manifestation pouvait ou pas dégénérer. Avec le phénomène des Black Blocs, nous n'avons plus d'interlocuteurs.
La manifestation partie de la place d'Italie arrive à mi-parcours. Soudain, un attroupement se crée dans la confusion. Dans les sous-sols de la préfecture de police, le directeur de l'ordre public découvre la scène sur les écrans de la salle de commandement. On met les caméras sur le groupe et on s'aperçoit qu'il y a une personne au sol assez sérieusement touchée. Et à ce moment-là, intérieurement, je me dis, aïe. Vous savez, je suis rentré moi en 86. J'étais jeune commissaire de police et j'ai vécu l'affaire Malikou Sekine. Sur le terrain, j'étais jeune stagiaire et j'ai vécu cette espèce de traumatisme qui a marqué des générations de gestionnaires de l'ordre public. Tout faire pour ne pas avoir de mort en manifestation. De manière beaucoup plus prosaïque, ça peut relancer le mouvement dans des proportions qui vous échappent. Immédiatement, des policiers sont envoyés sur place. Il est mort, vous êtes dans la merde. Vous allez tous nous tuer comme ça. Au début, il y a une espèce de... on ne sait pas ce qui s'est passé. Naturellement, les manifestants pensent que c'est nous qui nous en sommes pris aux manifestants. On pense tout de suite à l'affaire de Sivens, parce que c'est un risque d'usage inapproprié de la force. Le mec, il est au milieu d'un cortège. Donc qu'est-ce qui arrive à ce gars-là? Pourquoi il tombe au milieu du cortège avec une blessure très très sérieuse? Le barrage de Sivens, c'est Rémi Fraisse, c'est la mort de ce jeune homme de 21 ans qui a été tué. C'était en 2014, il a été tué par une grenade offensive lancée par un gendarme. Et comme Rémi Fraisse, l'homme qui s'effondre ce jour-là est touché au dos. Donc évidemment, les policiers repensent à cet épisode. Et on sait ce qui s'est passé exactement? Alors cet homme, lui, a survécu, mais le parquet va ouvrir une enquête qui va être classée sans suite, car elle conclut que le tir ne vient pas de la police, mais ce serait une fusée de détresse venue des manifestants. Pas de bavure donc? Alors si, il y a une bavure, mais quelques instants plus tard, au même endroit, quand les policiers arrivent pour sécuriser la zone, pour permettre l'intervention des secours, eh bien regardez sur ces images, un policier, au milieu du chaos, va donner un violent coup de matraque sur la tête d'un manifestant. On le distingue ici au ralenti, un homme qui s'effondre et qui tombe inanimé sur le champ. Oui, ça montre, il faut le dire, la fébrilité de certains policiers dans ce contexte explosif qui ne parviennent pas à se contenir. Alors selon nos informations, le policier qui a fait ça a été discrètement écarté de son unité en raison de ce geste qui est un geste interdit. Et ce geste, il a fait polémique? Non, parce que ce geste va être relégué au second plan. C'est un autre événement qui va faire la une des médias. La manifestation se poursuit. Des barrages de policiers et de gendarmes sont positionnés à chaque intersection. On fait un tunnel, il s'agit de sanctuariser l'axe sur lequel on chemine. C'est un effet tiroir, donc il s'agit de libérer les forces qui étaient au début de la manifestation et on va les reporter sur les axes suivants qui ne sont pas couverts. Les militants d'ultra-gauche, toujours en tête de la manifestation, arrivent au niveau de l'hôpital Necker, célèbre établissement de la capitale qui soigne des enfants malades. Derrière ces vitres, au rez-de-chaussée, le docteur Alexandre Mignon, anesthésiste réanimateur, est en pleine consultation avec une femme enceinte. Nous entendons du bruit qui se rapproche. Et puis, on voit à un moment donné, la dame me dit « Oh, regardez !» Je me retourne, il y a des CRS qui reculent derrière leur bouclier le long de la vitre. Et ils reçoivent des caillasses. Et puis, il commence à y avoir de la fumée. La suite des événements est au cœur d'une immense polémique. À un moment donné, on entend un boum terrible. Je vois la dame qui est un peu effarée. Je me retourne et effectivement, il y a des... Alors cette fois, c'est plus les CRS. Ils sont partis, les CRS. Et là, il y a des gars qui tapent avec des massues, des masses, sur le carreau de Necker. Et là, ça fait un peu peur quand même. Ils tapent. Alors nous, on n'est pas en danger. Mais là, d'abord, la fumée commençait à être plus importante. Ça pique les muqueuses, ça pique les yeux, ça pique le nez. Et la respiration, ça oppresse. Donc du coup, je dis à la dame, bon, écoutez, on va arrêter tout de suite la consultation.
D'autres rendez-vous médicaux sont également interrompus. À l'étage, les interventions chirurgicales se poursuivent. Cet homme qui frappe à la massue est finalement interrompu par un manifestant. Il ne sera jamais identifié. L'hôpital Necker, c'était pas du tout une cible. Les Parisiens le connaissent. On va pas s'amuser à attaquer un hôpital pour enfants parce que déjà, on est stigmatisé en tant que casseur, donc on va pas non plus en rajouter. Sur le moment, l'incident est éclipsé par les affrontements qui deviennent de plus en plus violents. Le cortège est à l'arrêt, précisément au niveau de l'hôpital. Quand j'ai pu retrouver quelques camarades qui étaient devant Necker, ils m'ont dit mais ça avance pas, on sait pas ce qui se passe, on n'arrête pas de multiplier les charges. Les responsables de la préfecture affirment que c'est le Black Bloc qui décide de marquer l'arrêt à cet endroit. Pourtant, une autre explication se révèle déterminante. À cet instant, des policiers sécurisent les deux côtés du carrefour. Un peu plus loin, face au cortège, des gendarmes mobiles tiennent le boulevard. Nous, on n'avance plus. Jusqu'à là, on a avancé. On leur a donné de l'espace pour qu'ils puissent avancer. Et là, on s'arrête. Les forces de l'ordre stoppent le cortège, car elles ne sont pas assez nombreuses pour protéger la suite du parcours. Après les unités de tête, il n'y a plus personne entre le carrefour du Roc et l'esplanade des Invalides. Contrairement à l'époque du CPE, où on était capable de couvrir pratiquement toutes les intersections du point de départ jusqu'au point d'arrivée de la manifestation, là, on n'a pas assez d'unités pour couvrir toutes les transversales. En attendant des renforts, les forces de l'ordre tentent de contenir les manifestants. On n'est pas très loin des secteurs commerçants. On n'est pas très loin de Matignon, de l'Assemblée nationale. On a juste une unité qui est à l'Élysée, mais elle n'est pas capable de tenir l'Élysée. Parce qu'après, s'il n'y a personne, ils avancent. Et puis ils peuvent avancer très très vite. La situation est figée. Les militants d'ultra-gauche continuent d'attaquer les policiers. Au niveau de l'hôpital, une pluie de morceaux de bitume s'abat sur les forces de l'ordre. Les policiers répliquent, principalement par des charges et des grenades lacrymogènes. On va tout utiliser, tout tirer, toutes les grenades lacrymogènes qu'on avait, pour essayer de garder de la distance. Parce que moi, mon travail, c'est de tenir ma position. C'est de faire en sorte qu'ils ne prennent pas la rue. C'est Fort Chabrol. Depuis la salle de commandement, l'état-major suit la scène en direct. Vous avez des images qui vous arrivent, qui vous frappent, parce qu'encore une fois, avec les caméras, on a une vision très précise de ce qui se passe. On peut zoomer, on voit déjà un gros plan, on voit les coups partir, on voit les cocktails Molotov exploser. On les voyait tomber, puis on l'entendait à la radio, on entendait des gens qui criaient au secours, qui criaient venez nous dégager, venez nous dégager. Je me souviens avoir dit à mes collaborateurs en salle, on continue comme ça, on va avoir des morts. C'était du jamais vu. L'état-major a désormais deux problèmes à régler. Envoyer simultanément des troupes pour sécuriser l'arrivée aux Invalides et des renforts pour venir en aide aux policiers qui tiennent le carrefour. Les renforts sont commandés, ils arrivent, mais ils sont bloqués dans les rues, certains à même pas 100 mètres de là. D'où l'instruction, laissez les véhicules, finissez à pied. Pour dégager le carrefour, les policiers réclament l'intervention d'un canon à eau. On a un lanceur d'eau qui est là, qu'on voit dans le fond de la rue de Sèvres. Le véhicule est bloqué par les camions des CRS. Le canon à eau, il pense qu'il peut passer. Mais techniquement, il n'arrive pas à passer. Le museau passe, mais le déport ne passe pas. Donc il faut qu'on rebouge des véhicules. Il traverse enfin le barrage. Et là, on s'aperçoit que le gars qui tire, il sait pas du tout se servir de son joystick. Alors dans un premier temps, il fait de la brumisation. Ça fait peur parce que c'est un gros camion qui a des airs un peu de tank. Après, bon là on était en plein été. Et il y avait des manifestants qui n'hésitaient pas à aller danser devant le camion à eau. Quand on a ouvert après la porte du canon à eau, on a compris. C'est un gardien de la paix stagiaire qui manipule le joystick.
Mais comment expliquer, Claire, cet amateurisme ? Alors pour bien comprendre, il faut remonter à 1991. Lors d'une manifestation d'infirmières, la police utilise ses canons à eau contre les infirmières. Oui, devant les caméras, on se souvient que les images avaient profondément choqué l'opinion publique. Oui, exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, après cette manifestation, cet outil est complètement délaissé par la préfecture de police de Paris, alors même que certains policiers la jugent très efficace. On comprend mieux donc maintenant pourquoi en 2016, devant l'hôpital Necker, les policiers, le stagiaire ne sait plus du tout se servir de ces lancers à incendie. Alors c'est pas le seul débat qui agite la police, il y a une autre arme dont on parle beaucoup, cette arme la voici, c'est le LBD 40, LBD comme lanceur de balles de défense. C'est le fameux flashball ? C'est le flashball de dernière génération pour faire simple. Alors il y a des policiers qui sont pour, qui expliquent que c'est une arme efficace pour tenir le Black Bloc à distance, notamment quand les forces de l'ordre sont en infériorité numérique. Mais il y a aussi des policiers qui sont contre et qui expliquent que c'est pas une arme adaptée pour les manifestations. Oui, ça fait polémique. Oui, il y a une vraie polémique autour de cette arme parce qu'il y a plusieurs manifestants qui ont perdu un œil à cause des tirs de LBD. Et d'ailleurs, le défenseur des droits, dans un rapport, préconise l'interdiction de cette arme. Le canon à eau parvient finalement à scinder la manifestation en deux. Derrière le camion se trouve le cortège syndical. Devant, les militants autonomes que les policiers repoussent vers l'esplanade des Invalides. Mais avant même la fin de la manifestation, les violences de Necker enflamment les réseaux sociaux. Des tweets fustigent les casseurs. D'autres s'en prennent au gouvernement. Dès 16h57, la ministre de la Santé dénonce une attaque insupportable contre l'hôpital Necker. La direction des hôpitaux de Paris annonce qu'elle porte plainte. Au sommet de l'État, l'événement est suivi avec la plus grande attention. Très vite, nous avons su qu'il y avait de la casse aux abords de l'hôpital Necker. Évidemment, on a tout de suite été révoltés par ce qui se passait. Parce que si tout le monde peut comprendre que les gens aient le droit de manifester, c'est une liberté publique, une liberté constitutionnelle, personne ne peut accepter que ça se fasse au détriment de bâtiments publics, à commencer par des hôpitaux qui soignent des enfants malades. Le soir même, le ministre de l'Intérieur est l'invité du 20h de France 2. Interrogé sur l'assassinat du couple de policiers à Magnanville, Bernard Cazeneuve fait un lien entre cet attentat et la manifestation. Cet après-midi, dans les rues de Paris, où il y avait des hordes de manifestants violents, parmi les manifestants sincères, mais il y avait des hordes de manifestants violents, nous avons vu, David Pujadas, des manifestants crier « Un policier, une balle ». Policier, la France vous hait. Après ce qui s'était passé hier, les vitres de l'hôpital Necker brisées, alors qu'il y a l'enfant des policiers qui s'y trouve, tout cela est inacceptable. Et cette interview va susciter beaucoup de réactions parce que le ministre de l'Intérieur semble faire un lien entre terroristes et manifestants. Le gouvernement est accusé de dramatiser pour décrédibiliser le mouvement social. Le lendemain, c'est le Premier ministre qui fait le déplacement devant les vitres brisées de l'hôpital Necker, les 15 vitres brisées de l'hôpital Necker. Le même jour, le président de la République, François Hollande, annonce même qu'il envisage d'interdire purement et simplement ce genre de manifestation. À l'arrivée, ce qui s'est passé autour de l'hôpital Necker éclipse complètement la mobilisation contre la loi travail. Et ce qu'on retient aussi, c'est que les forces de l'ordre, les forces de sécurité ont une nouvelle fois été totalement dépassées. Il n'y a qu'à regarder le bilan, 24 policiers blessés, 17 manifestants blessés selon les chiffres officiels. Mais ça n'a pas lieu que ce jour-là, durant cette manifestation-là. Ça a lieu durant l'ensemble de la mobilisation contre la loi travail. À Nantes, à Paris, à Rennes, ces violences ont lieu de manière quasi systématique. Les forces de l'ordre se retrouvent sous le feu des critiques. Accusés d'usage disproportionné de la force, poursuivis en justice, pris pour cible physiquement, les policiers sont contraints de repenser leur modèle. Les Français cherchent même des solutions à l'étranger. 50 ans après mai 68, il faut trouver de nouvelles réponses à une question qui, elle, n'a pas changé. Comment concilier liberté publique ? Quen biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau
cất lên tiếng gọi mình ơi. Cũng vui có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em thương nghĩ nhiều, sống đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ dèm pha. Ôi hỡi em thương nghĩ nhiều, sống đôi cưới thôi chứ mà để lâu. Sợ lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em mà, anh nghĩ chúng ta em cho mình ấm bên, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi. Cũng vui có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, sống đôi cưới thôi chứ mà để lâu kẻ dèm pha. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, chứ mà để lâu lỡ mất duyên chung một nhà. Lần đầu anh thấy em yêu mềm, tự ôm nỗi nhớ trong im lặng. Tại sao nỡ buông tay em?